la partie réglementaire. Où vous présentez un cadre commun pour l'organisation d'événements et ensuite on va prendre les événements par type parce que la réglementation est vraiment différente d'un événement à l'autre. Et Capucine vous présentera ensuite des outils pour illustrer certains aspects réglementaires et pour montrer nous comment on travaillait au quotidien au Grand Voisin. Donc réglementation. C'est parti. Ne vous affolez pas parce que ça va être très dense. Là, l'idée, c'est vraiment pas de tout connaître par cœur et de tout connaître dans les détails. La bibliographie qu'on va vous transmettre est assez complète, donc vous pourrez retrouver toutes les informations là-dedans. L'idée, là, c'est vraiment que vous puissiez, en sortant de là, vous poser les bonnes questions et avoir les bons réflexes en organisant un événement. Si vous n'avez pas la bonne info ou vous savez pas quel contrat il faut faire, c'est pas grave, vous pourrez toujours trouver l'info. Là, l'idée, c'est vraiment que vous ayez un aperçu de ce qu'il faut se poser comme question en organisant un événement. Et les infos, là, si vous n'intégrez pas tout en 1 heure, c'est normal. Vous les retrouverez grâce au lien de la bibliographie. Donc, j'espère que ça va être digeste quand même, malgré la densité. Et je vais essayer d'être le plus clair possible et noter vos questions pour la fin de l'intervention. On pourra répondre à vos questions. Donc, le cadre commun à tous les événements, il y a 2 points assez importants. Les assurances et la sécurité. Vraiment, avant d'organiser un événement, pensez à vous assurer. C'est obligatoire en tant qu'organisateur d'événements de souscrire à une assurance responsabilité civile organisateur. Vous pouvez demander ça à votre assureur classique qui pourra vous proposer un contrat spécial, sachant que vous pouvez demander une assurance pour un événement à une date donnée ou souscrire à un contrat d'assurance à l'année, selon la fréquence de vos événements. Mais en tout cas, pensez-y. Et selon le type d'événement que vous organisez, éventuellement l'exigence de certains partenaires avec qui vous contractualisez pour l'événement, ou l'argent engagé dans la production de l'événement, vous pouvez souscrire à des options complémentaires, donc des assurances tout risque pour du matériel, si vous louez beaucoup de matériel par exemple, une assurance annulation, si vous avez prévu un gros cachet d'artistes et c'est du plein air, bon, bah, vaut mieux prendre une assurance annulation en cas d'intempérie, etc. Donc demandez à votre assureur, mais en tout cas vous avez des options complémentaires qui s'ajoutent à la responsabilité civile organisateur. Donc ça, c'est une première chose à laquelle on ne pense pas toujours, mais c'est vraiment le truc de base, assurez-vous pour vos événements. Et la deuxième chose qui est commune à tous les types d'événements, c'est la sécurité. Alors, je ne sais pas exactement dans quel type de lieu vous travaillez, mais en tout cas, si on imagine un projet de lieu commun, lieu de partage, c'est souvent des jauges qui sont quand même inférieures à 1500 personnes. Et à partir du moment où vous accueillez moins de 1500 personnes pour vos événements, les déclarations et les obligations en termes de sécurité sont quand même vraiment plus simples. Donc, tant que vous n'avez pas 1500 personnes accueillies pour votre événement, vous n'avez pas d'obligation de déclaration d'événement en mairie. Là, je pars du principe que les événements sont organisés dans un ERP qui est déjà déclaré et dans lequel vous avez le droit d'accueillir du public. Parce que là, si on part dans des cas de figure où vous organisez un événement qui n'est pas dans un lieu habilité à accueillir du public, il va falloir des heures et des heures pour détailler toutes les démarches. Mais en tout cas, là, les événements dont je parle, on part du principe que vous les organisez dans un ERP. Donc, pas de déclaration à faire en mairie si vous avez moins de 1500 personnes, sinon il faut le déclarer en mairie. En dessous de 1500 personnes également, vous n'avez pas d'obligation quant au service de sécurité. Alors attention, hein, en tant qu'organisateur, vous avez pour obligation de garantir la sécurité du public, mais vous n'avez pas de dispositif de sécurité imposé. On ne va pas vous obliger d'avoir tant et tant d'agents de sécu pour tant et tant de personnes, par exemple. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir un agent pour 100 à 300 personnes environ. Ensuite, c'est à vous d'évaluer en fonction aussi des effectifs que vous avez en interne. Hein. C'est aussi possible d'internaliser, d'avoir des personnes de vos équipes qui sont présentes le soir même pour faire de la médiation. Et selon le type d'événement, si vous vendez de l'alcool ou non, bon, bah, du coup, il va falloir compléter avec des agents de sécurité. Petite parenthèse aussi, si vous contractualisez avec une agence de sécurité privée, ce qui peut être le cas du coup pour compléter vos effectifs en interne, deux bons réflexes à avoir. Déjà, n'hésitez pas à leur demander conseil. Hein, si vous avez un doute sur le nombre d'agents de sécurité à avoir pour tel type d'événement, ils pourront tout à fait vous conseiller et il ne faut vraiment pas hésiter à leur demander. A priori, ils ne vont pas essayer de vous arnaquer. Il y a vraiment ils ont vraiment les bons réflexes.
Et donc vous, deux bons réflexes à avoir, c'est une fois que vous avez trouvé une agence de sécurité, vérifier sur le site du CNAPS, qui est le Conseil national des activités privées de sécurité, donc vous avez le lien dans la bibliographie, vérifier que l'agence de sécurité et son directeur sont habilités à exercer pour ce type d'activité. Vous avez tout un registre en ligne et il faut vraiment vérifier que l'agence avec laquelle vous travaillez adhère adhère au CNAPS et est compétente pour ce type d'activité. Et une fois que vous avez des agents de sécurité qui sont affectés à votre lieu, demandez au directeur de l'agence de sécurité, à leur employeur, les certificats de qualification professionnelle des agents, pour vérifier qu'ils soient bien formés pour exercer ce type de métier, parce que vous pouvez facilement tomber sur une agence qui n'est pas adhérente du CNAPS, et qui n'est pas censée exercer, mais qui s'improvise agence de sécurité. Donc ça, c'est les bons réflexes à avoir si vous faites appel à une agence de sécurité. Dernier point sécu, encore une fois, si vous êtes en dessous de 1500 personnes, vous n'êtes pas obligé d'avoir un dispositif prévisionnel de secours à la personne, comme les camions Croix-Rouge ou protection civile que vous voyez sur des grands événements, fêtes de village, festivals. Donc c'est seulement obligatoire à partir de 1500 personnes. Seulement, quand vous avez plus de 400 personnes sur votre site ou sur votre événement, vous devez avoir un point d'alerte et de premier secours. Donc, c'est une version simplifiée de la Croix-Rouge Protection Civile où vous avez une trousse de secours, quelqu'un qui est habilité pour le secours à la personne, et vous êtes de toute façon censé avoir quelqu'un qui a ses compétences ou une formation correspondante dans votre équipe si vous êtes un lieu ouvert au public. Voilà pour le cadre commun. Donc assurance et sécurité. Ensuite, pour tout ce qui est le reste, les autres éléments de l'organisation des événements, ça change d'un événement à l'autre. C'est ça qui est compliqué quand on a une programmation qui est pluridisciplinaire, c'est qu'il faut être un peu spécialiste de tous les domaines. Donc je vais surtout mettre l'accent sur les projections et le spectacle vivant parce que c'est les types d'événements les plus réglementés et on passera plus rapidement les autres événements qui sont plus simples à organiser. Donc dans un premier temps, les projections. Projections non commerciales. Pourquoi non commerciales? Parce que ce sont des projections qui sont organisées en dehors de salles de cinéma homologuées par une structure à but non lucratif, que les séances soient payantes ou gratuites. Donc a priori, aucun d'entre vous n'est gérant de cinéma. Donc ça veut dire que si vous organisez une projection, il s'agira d'une projection non commerciale. Donc je vais vous énoncer le cadre légal qui encadre et qui détermine ce que vous avez le droit de faire et dans quelles limites en termes de projection. Donc les projections non commerciales doivent rester exceptionnelles parce que vous n'êtes pas un cinéma, ça n'est pas votre activité principale. Après, le terme d'exceptionnel n'est pas déterminé, hein, il faut que ça reste... faut juste que ce ne soit pas votre activité principale en fait. Autre règle, c'est que le nombre de projections gratuites ou de moins d'une heure n'est pas limité. Par contre, le nombre de projections donnant lieu à un droit d'entrée est limité à 6 projections par an. Dernière info à avoir en tête avant d'organiser une projection, c'est que pour une projection non commerciale d'un long métrage qui serait sorti en salle et qui a donc un visa d'exploitation, vous ne pouvez pas organiser cette projection avant, dans les 1 an qui suivent la sortie en salle du film. Par exemple, si vous êtes intéressé par un long métrage qui est sorti au cinéma, par exemple, le 1er janvier 2021, étant donné que vous n'êtes pas un professionnel du cinéma, vous n'aurez pas le droit de le projeter dans votre lieu avant le 2 janvier 2022. Il faut laisser passer 1 an entre la sortie en salle d'un film et la projection non commerciale de ce film-là, pour laisser la priorité aux professionnels du cinéma de diffuser ces films et aux auteurs de ces films de se faire connaître par les moyens les plus efficaces pour eux. Donc ça, c'est le cadre à avoir en tête. Ensuite, une fois que vous avez décidé d'organiser une projection, vous avez 3 démarches à faire. Quelle que soit la durée, quel que soit le prix d'entrée, gratuit ou pas, vous avez obligatoirement 3 démarches à faire pour organiser une projection. La première, c'est demander et payer les droits de diffusion aux ayants droit ou aux distributeurs du film. Vous pouvez assez facilement trouver en ligne le contact des ayants droit ou du diffuseur. Si vous avez un doute, vous pouvez contacter le registre du cinéma et de l'audiovisuel qui vous donnera les contacts. Je vous ai mis c'est un service à joindre par téléphone. Je vous ai mis le contact dans la bibliographie aussi. Bon à savoir, hein, pour des lieux qui font une programmation hybride, quand la projection est gratuite, c'est assez facile de négocier une réduction ou une exonération des droits. Il ne faut pas hésiter à essayer
négocier une diffusion, un coût de droit moins élevé. Et juste pour vous rappeler aussi que cette étape est d'autant plus nécessaire que c'est le distributeur du film, une fois que vous aurez payé les droits, qui va vous donner le fichier nécessaire à votre projection. Parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser un DVD grand public pour une projection dans votre lieu. C'est normalement un support pour usage privé et vous pouvez, en cas de contrôle, avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc, première étape, payer les droits de diffusion. La deuxième, c'est de déclarer votre projection auprès de la SACEM, qui est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, pour obtenir le droit de diffusion de la partie musicale du film. Donc ça, c'est une déclaration à faire en amont. Je vous invite à vous créer directement un compte à la SACEM parce que vous allez devoir la payer pour à peu près tous les événements, et même si vous avez une diffusion, si vous diffusez la radio dans votre restaurant, dans votre salle commune, dans votre bar, quel que soit le lieu que vous gérez, vous allez devoir payer un abonnement à la SACEM rien que pour écouter la radio en public. Donc créez-vous un compte là-bas et vous pourrez faire vos démarches pour les projections, mais aussi toutes les autres démarches à partir de ce compte-là. Donc ça, c'était la deuxième étape pour les projections. Et la dernière, c'est l'autorisation administrative qui est délivrée par le CNC, donc le Centre national du cinéma, ou la DRAC. Là, il y a plusieurs cas de figure pour cette troisième étape. Si vous organisez une projection gratuite ou de moins d'1 heure, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de limitation en nombre, donc vous n'avez pas de déclaration à faire. Donc là, vous pouvez sauter cette troisième étape et vous êtes bon pour votre projection. Deuxième cas de figure, si vous êtes dans le cadre des 6 projections payantes autorisées à l'année, vous n'avez pas non plus de demande d'autorisation à faire. Par contre, vous êtes tenu de tenir une liste des projections payantes organisées avec les dates et les titres des films pour qu'en cas de contrôle effectué par les inspecteurs du CNC, vous puissiez justifier d'avoir organisé moins de 6 séances payantes dans votre lieu. Troisième cas de figure, c'est dans le cas où vous auriez envie de programmer plus de 6 séances payantes à l'année. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour les projections non commerciales, on est vraiment limité à 6 séances payantes par an. Si vous voulez, vous pouvez demander une dérogation pour avoir droit à 12 séances, mais la condition pour avoir droit à cette dérogation, c'est que votre structure ait pour mission exclusive de contribuer au développement de la culture cinématographique et la formation à l'image. Donc, il faut vraiment que l'objet de votre lieu ou de votre association ou de votre structure soit l'éducation à l'image ou la promotion, le développement de la culture cinématographique pour demander cette dérogation. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est dans le cadre de l'organisation d'une projection en plein air, alors qu'elle soit payante ou gratuite, mais en tout cas, si elle fait plus d'1 heure, vous devez demander une autorisation pour organiser cette projection. Si elle est gratuite, elle ne rentre pas dans le décompte des 6 séances autorisées à l'année, mais il faut néanmoins une autorisation parce que c'est du plein air. Et cette demande d'autorisation doit être déposée auprès de la DRAC au plus tard 1 mois avant la date de la projection. Après, ça a surtout une valeur déclarative. Nous, quand on l'a fait au Grand Voisin, on a envoyé, on n'a jamais eu de nouvelles, et c'est bon, on a pu faire nos projections, donc il ne faut pas trop se mettre la pression là-dessus. Il faut juste le déclarer au plus tard 1 mois avant. A priori, il n'y a pas forcément de date de commission, mais ça dépend des DRAC. Donc, si vous voulez le faire, je vous invite à consulter le site de votre DRAC régional, de votre DRAC, et du coup, vérifier s'il y a des dates de commission. Sinon, vous pouvez aussi l'envoyer, s'il n'y a pas de date de commission, c'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer quand vous voulez, et du coup, les demandes sont traitées au fur et à mesure qu'elles sont envoyées. Donc voilà pour les projections, le truc à garder en tête, c'est bien ces 3 étapes de déclaration, donc les droits de diffusion, la SACEM et l'autorisation administrative, et garder en tête qu'on n'a pas le droit d'organiser plus de 6 séances payantes par an. Voilà, déjà un gros morceau de passé, maintenant spectacle vivant qui va être à peu près 2 fois plus dense que celle-ci, donc accrochez-vous. Donc le spectacle vivant, là ça recouvre quand même un panel assez large d'événements. Ça va du concert au théâtre, ça peut être un bal avec un orchestre, un spectacle de stand-up, un spectacle de rue, un DJ set. Donc là, ça couvre quand même une variété d'événements qui est assez large et que vous pouvez être susceptible d'organiser dans votre lieu. Je vais commencer par quelques définitions. Alors ça va vous paraître peut-être un peu aléatoire comme définition, mais vous verrez dans les explications plus tard, c'est important d'avoir ces données en tête. Donc dans un premier temps, la définition du spectacle vivant. Le spectacle vivant, c'est un artiste qui interprète une œuvre devant un public. C'est important d'avoir ça en tête parce que l'événementiel, par exemple, ce n'est pas du spectacle vivant.
Et il y a voilà, la différence entre ces deux types d'événements est assez importante, notamment pour la rémunération des artistes ou des techniciens qui travaillent dessus. Vous ne payerez pas de la même façon un technicien qui travaille sur un spectacle ou qui travaille sur, je ne sais pas, un séminaire d'entreprise dans le cadre d'une privatisation de votre salle, par exemple. Donc on y reviendra plus tard, donc gardez bien en tête cette définition. Autre info à avoir en tête, c'est le code NAF, donc le code qui détermine l'activité principale de votre structure. Le code NAF des entrepreneurs du spectacle, c'est 9001Z ou 9002Z. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont ce code pour votre structure. Vu les profils, je n'en ai pas l'impression. En tout cas, si vous avez ce code ou si vous ne l'avez pas, les obligations et les déclarations ne seront pas les mêmes. Pareil, on en reparle plus tard. Et troisième info, les salles de spectacle sont des ERP de type L. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers des ERP. Donc, les ERP sont des établissements recevant du public. Et les ERP sont classés par type qui détermine l'activité qui va avoir lieu dans ces espaces. Et du coup, les salles de spectacle doivent être déclarées en tant que ERP de type L. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas du tout mon domaine et ce n'est pas l'objet de ce cours, mais je pense qu'il y a une session sur la sécurité incendie, l'ouverture au public, les ERP, donc vous pourrez avoir d'autres infos là-dessus au cours du DU. En tout cas, voilà, le truc à retenir, c'est que si vous voulez organiser du spectacle, il faut penser à déclarer une salle, en tout cas au moins un espace ERP de type L, parce que si vous voulez organiser un spectacle dans une salle qui n'est pas un ERP de type L, et ben vous allez avoir des démarches en plus à faire et des dérogations à demander. Donc pareil, on en reparlera plus tard. C'était juste une mini intro au spectacle vivant pour que vous ayez ces infos en tête, et ça va permettre d'éclairer certaines démarches qu'il faudra faire un peu plus tard quand j'en parlerai. Du coup, je vais commencer par vous parler des licences. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la profession d'entrepreneur de spectacle est une profession réglementée, comme les taxis qui ont besoin de licence. Pour organiser un spectacle, il faut avoir une licence d'entrepreneur de spectacle. Ces licences garantissent le respect du droit social, le respect du code du travail, du droit de la propriété intellectuelle et de la sécurité des lieux de spectacle. En fait, il y a vraiment une question de sécurité qui est assez importante dans ces licences. Sachez qu'en cas de non-port de la licence, vous pouvez avoir une amende qui va jusqu'à 7 500 € et vous risquez une fermeture administrative d'1 an. Donc, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste que les licences, c'est vraiment un truc très important. J'ai bien conscience que dans des lieux qui sont pas une salle de diffusion classique, c'est pas toujours facile de respecter la réglementation. Nous, grands voisins, sur plein de choses, on était sur le fil et on essaye de jouer avec les réglementations en essayant d'être au mieux, de suivre au mieux la réglementation. Je pense qu'on peut être sur le fil sur plein de trucs et s'autoriser des petits écarts sur plein de choses, mais la licence, vraiment, à mon sens, c'est l'élément sur lequel il faut être vraiment, vraiment intransigeant, sachant qu'en plus, elles sont gratuites et pas si compliquées à obtenir. Donc, s'il y a vraiment une chose que vous devez bien faire, c'est les licences. Donc, pour avoir une licence, donc, comme je disais, elles sont gratuites et elles sont soumises à déclaration d'activité d'entrepreneur du spectacle sur le site du ministère de la Culture. Une fois que vous avez fait cette déclaration d'activité, vous pouvez prétendre à 3 types de licences, parce qu'il y a 3 licences de spectacle. La première, c'est la licence d'exploitant de salle de spectacle. C'est la licence que doit avoir le propriétaire du lieu ou l'exploitant du lieu aménagé pour le spectacle. Donc, c'est une licence qui est liée au bail, à un bail et à une adresse. La personne qui est titulaire de la licence d'exploitant a l'obligation pénale d'assurer la sécurité du public en respectant les règles de sécurité incendie. Donc ça, c'est la première licence, qui est la plus difficile à obtenir parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment en lien avec les autorisations d'ouverture au public et la réglementation incendie. La deuxième licence, c'est la licence de producteur et d'entrepreneur de tournée. Donc, la personne qui détient cette licence peut détenir des droits d'exploitation de spectacle, donc un producteur qui finance la production d'un spectacle, par exemple. Donc, cette personne détient les droits d'exploitation et a une responsabilité en tant qu'employeur du plateau artistique. Ce qui est le cas aussi, par exemple, du tourneur, d'entrepreneur de tournée qui vous vend un spectacle tout prêt, qui a déjà été produit et avec les artistes qui sont payés. Donc ça, c'est les licences 2. Et la licence 3, c'est la licence de diffuseur ou organisateur. Donc là, le terme de diffuseur est un peu trompeur parce que c'est pas diffuseur dans le sens tourneur
entrepreneur de tournée, c'est diffuseur en tant que organisme qui diffuse un spectacle dans son lieu. Donc vraiment faire attention à ne pas confondre les deux. Donc on va plutôt l'appeler licence organisateur hein, pour éviter de se mélanger avec la licence 2. Et du coup, cet organisateur, lui, il accueille le spectacle clé en main et fournit le lieu en ordre de marche au producteur. Il est responsable de la billetterie, de l'accueil du public et de la sécurité. Pour que ce soit peut-être un peu plus clair, par exemple, nous, au Grand Voisin, on avait les 3 licences. Parce que le propriétaire des Grands Voisins n'était pas du tout... voilà, on avait un contrat d'occupation des lieux et il n'était pas investi dans l'exploitation au quotidien des Grands Voisins. Donc nous, on avait besoin d'avoir la licence en tant qu'exploitant des lieux et responsable de la sécurité incendie. On avait la licence de producteur parce qu'il nous arrivait d'embaucher directement des artistes et donc de se retrouver dans la peau d'un producteur et en tout cas d'un employeur du plateau artistique. Donc pour faire ça, il faut avoir la licence 2. Et on était principalement diffuseur, parce que du coup, on achetait les droits de reproduction d'un spectacle, et on avait donc la licence 3. A contrario, par exemple, les Zéniths, ils n'ont que la licence 1, ils sont juste exploitants de leur lieu, et ensuite, ils louent leur espace à des producteurs ou à des diffuseurs qui détiennent, eux, les autres licences. Donc assurez-vous, si vous organisez des spectacles, que le propriétaire de votre lieu souscrive bien, enfin demande bien la licence 1 d'exploitant, ou vous faites la demande de licence 1 si c'est vous qui êtes exploitant de votre lieu. Et ensuite, pour les licences 2 et 3, je vous recommande de prendre les deux, parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes prérequis et les mêmes démarches pour avoir la licence 2 et la licence 3. Si vous avez la licence 2, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas la 3 et inversement. Donc autant demander les deux d'un coup, comme ça, quel que soit le cas de figure, quant à l'organisation de vos événements, vous êtes sûr d'avoir la bonne licence qu'il faut pour votre événement. Si c'était pas clair, c'est des notions qui sont pas toujours évidentes quand on n'a pas l'habitude de les entendre. Il y a encore une fois plein d'infos dans la bibliographie, vous pouvez retrouver des explications, et peut-être que de les lire, c'est plus simple. Dernière info sur les licences, elles sont valables 5 ans et renouvelables, et il faut en faire la demande au grand minimum 1 mois avant le début de l'activité, parce que l'administration a un délai de 30 jours pour faire opposition ou vous demander des pièces complémentaires, sachant qu'à chaque fois qu'il y a une pièce complémentaire, ça rallonge le délai, et donc ça rallonge le délai de 30 jours. Donc il vaut mieux prévoir plutôt 2-3 mois pour être sûr. Alors, qui doit demander une licence ? Les licences sont obligatoires pour les entrepreneurs de spectacles réguliers, c'est-à-dire les structures qui ont un code NAF 9001 et 9002Z, c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que ça vous concerne vous directement, mais elles sont aussi obligatoires pour les entrepreneurs pour qui il s'agit d'une activité secondaire. Qu'est-ce que c'est une activité secondaire? C'est quand vous n'avez pas le code NAF du spectacle vivant, mais vous organisez quand même plus de 6 représentations par an. Là, on a à nouveau la barre des 6 représentations, un peu comme pour le cinéma. Nous, par exemple, au Grand Voisin, Yes We Camp n'est pas spécialisé, enfin, en tout cas, l'objectif de Yes We Camp n'est pas d'être un promoteur de spectacles vivants, ce n'est pas l'activité principale de Yes We Camp, mais par contre, on organisait bien plus de 6 spectacles par an, donc on avait les licences. Par contre, si vous organisez moins de 6 représentations par an, vous n'avez pas besoin des licences. Il vous suffira de déclarer chaque représentation au préfet de votre département via la DRAC. Après, les démarches et les contacts varient selon les DRAC, hein, donc je vous invite à contacter votre DRAC pour savoir quelles sont les démarches à faire. Petite précision de vocabulaire concernant le terme de représentation pour éviter de vous tromper et savoir bien où vous vous situez. Une représentation, c'est un artiste et un contrat. Si par exemple vous organisez une soirée de concert avec, mettons, 2 premières parties et une tête d'affiche, c'est 3 représentations parce que vous avez 3 groupes. Et du coup, là, on voit que la limite des 6 représentations, ça va vite. Il vous suffit d'organiser 2 soirées comme ça et vous avez atteint votre limite annuelle. Si vous êtes un festival et en une journée, vous organisez 8 concerts avec 8 groupes différents, ce n'est pas une représentation, c'est 8 représentations parce que vous aviez 8 groupes. Donc, a priori, si vous avez une programmation plus ou moins régulière, c'est assez probable que vous ayez plus de 6 dates par an. Donc, à ce moment-là, faites vos demandes de licence. Une fois que vous avez vos licences, vous êtes un entrepreneur de spectacle et vous allez pouvoir contractualiser avec d'autres entrepreneurs. Je vais passer très vite sur les contrats. Capucine vous en montrera quelques-uns, vous en montrera un tout à l'heure et vous avez des exemples dans la bibliographie.
Le contrat le plus commun, le plus utilisé, c'est le contrat de cession des droits de représentation d'un spectacle, qui se signe entre un producteur, donc qui a la licence 2, comme je disais tout à l'heure. Le producteur qui a la licence 2 détient les droits de représentation d'un spectacle, et le diffuseur, du coup, va acheter ses droits pour une somme qui peut aller de 500 à 30 000 euros. Enfin, c'est hyper aléatoire, hein, ça dépend vraiment des artistes que vous invitez, du nombre d'artistes dans le groupe, du nombre de comédiens sur scène. Donc ça, c'est le contrat le plus utilisé. Capucine vous le présentera tout à l'heure. Vous pouvez aussi signer des contrats de co-réalisation, des contrats de coproduction, des contrats d'engagement d'artistes. Vous avez des exemples dans la bibliographie, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va prendre beaucoup de temps. En plus de signer des contrats avec des entrepreneurs du spectacle, vous allez aussi pouvoir embaucher directement des artistes et des techniciens. Dans le cadre d'un spectacle, le seul et unique mode de rémunération, c'est le cachet. Et le cachet est exclusif au spectacle vivant. C'est pour ça que je précisais tout à l'heure la définition du spectacle vivant et je donnais l'exemple du séminaire d'entreprise ou de l'événementiel dans le cadre d'une privatisation de vos espaces, par exemple. En théorie, je dis bien en théorie, hein, si votre technicien du coup travaille sur un spectacle, vous avez le droit de lui faire un cachet. Par contre, si votre technicien travaille sur une privatisation et du coup ce n'est pas du spectacle vivant, vous allez soit devoir le salarier au régime général, soit lui demander une facture. Après, bon, on a déjà vu, et nous on l'a sans doute déjà fait au Grand Voisin aussi, payer un cachet à un technicien qui ne bosse pas sur du spectacle vivant. Le risque, c'est que le technicien puisse, qu'en cas de contrôle de Pôle emploi, le technicien soit amené à rembourser les allocations qu'il a touchées sur son intermittence en ayant déclaré des dates qui ne relevaient pas du spectacle vivant. Après, comme je disais, on peut se permettre de déclarer un cachet pour un technicien qui ne fait pas du spectacle. Au moins, vous le payez et vous l'assurez et vous assumez votre rôle d'employeur. C'est déjà mieux que de ne pas le payer et c'est toujours mieux que de ne pas avoir de licence. Donc voilà, à vous de choisir aussi où vous placez le curseur. Et voilà, là, je vous dis ce qui est réglementaire. Après, faites dans la mesure de vos moyens aussi, quoi. Pour déclarer un cachet, c'est assez complexe. Il faut souscrire à pas mal de structure. Enfin, il faut déclarer chaque cachet pour chaque date, pour chaque personne que vous employez à l'URSSAF, à Pôle emploi, à l'AFDAS, à Audience pour la retraite du spectacle, à la caisse de congé spectacle, à la médecine du travail du spectacle. Du coup, c'est beaucoup de démarches à faire. Mais vu qu'a priori, aucun d'entre vous n'a un code 9001Z et est vraiment un professionnel du spectacle vivant, vous allez avoir le bonheur de découvrir le GUSO, qui est un organisme qui dépend de Pôle emploi. GUSO, donc c'est G-U-S-O, ça veut dire guichet unique du spectacle occasionnel. C'est-à-dire qu'au lieu de déclarer indépendamment chaque cachet pour chaque personne, pour chaque date, à tous les organismes que j'ai cités plus haut, là, vous avez deux démarches à faire. Vous faites une déclaration préalable à l'embauche, comme pour n'importe quel contrat, et ensuite, vous faites une déclaration sur le site du GUSO. Ça vous prend 5 minutes, et ensuite, c'est Pôle emploi qui se charge de faire les déclarations et de payer chaque organisme du spectacle. Donc, ça simplifie énormément les demandes, c'est très rapide. Vous pouvez vous y inscrire en tant que structure sur le site de Pôle emploi, du GUSO. Vous avez le lien dans la bibliographie. Et du coup, à partir du moment où vous n'avez pas le code APE, le code NAF 9001Z, vous avez le droit de passer par ça, et même vous devez passer par ça pour déclarer vos cachets. Donc c'est vachement plus simple, et voilà, ça enlève un peu de pression quant à la rémunération des artistes et des techniciens qu'on embauche. Pour savoir combien payer, quelques clés. Le technicien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est payé à l'heure et l'artiste est payé au forfait, ce qui permet de valoriser les moments de création et de répétition pour l'artiste. On ne compte pas juste 1h15 de concert et on paye 1 heure. Il a vraiment un forfait. Pour avoir une idée de combien payer, vous pouvez vous référer au barème de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Encore une fois, vous avez le lien dans la bibliographie. À titre d'exemple, pour un ingénieur du son, alors là c'est les tarifs d'il y a 2 ans au Grand Voisin, c'était par exemple 14,85 € de l'heure, et pour un artiste, le forfait était de 104,08 €. Alors là, c'est vraiment les tarifs minimums. Et bien sûr, les artistes vous demanderont certainement plus si vous avez invité des artistes qui ont une certaine notoriété. Et un petit conseil, pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans vos budgets, veillez à bien négocier le montant du cachet
en montant brut avant prélèvement à la source. Parce que si un artiste vous demande un cachet net, vous ne savez pas combien il paye d'impôts et finalement, c'est vous qui allez les payer. Donc, négociez toujours en montant brut avant prélèvement à la source. Ce qui est le cas aussi pour d'autres types de contrats, mais en tout cas, pensez-y bien. Encore des infos sur le spectacle vivant, on n'a pas fini, parce que là, vous avez contractualisé avec d'autres entrepreneurs et embauché des artistes, mais vous devez vous acquitter d'autres déclarations et d'autres droits à payer pour organiser des spectacles. Vous devez payer des droits d'auteur, je vais passer vite parce que le temps presse, mais vous avez les détails dans la bibliographie. Pour la musique, vous devez déclarer les droits d'auteur à la SACEM, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Pour le théâtre, à la SACD. Dans la bibliographie, si vous êtes intéressé, je vous ai mis une grille tarifaire de la SACEM pour avoir une idée de combien coûte l'organisation d'un concert. Ça dépend du coût de production du concert et de la billetterie, du tarif du billet à l'entrée. Si vous organisez régulièrement des spectacles, je vous conseille de prendre plutôt un abonnement annuel à la SACEM, ça évite les démarches à chaque date et en plus c'est très économique si vous arrivez à négocier un bon contrat annuel avec votre référent SACEM dans la région. Donc le mieux, c'est nous ce qu'on a fait au Grand Voisin, c'est qu'on l'a appelé, il est venu sur place, on lui a fait visiter et ça facilite vachement les démarches pour signer un contrat annuel avec la SACEM. En plus des droits d'auteur, une autre chose que vous devez payer, c'est la taxe fiscale sur le spectacle vivant. Deux façons de la payer. Si le spectacle est payant et avec une billetterie, le diffuseur devra payer 3,5% des recettes de billetterie comme taxe fiscale. Donc ça, c'est une petite donnée à avoir pour bien l'intégrer dans vos budgets. Et si le spectacle est gratuit, c'est au producteur de payer 3,5% du coût hors taxe du montant de la cession du spectacle. Donc le montant qui est indiqué dans le contrat de cession. Vous le verrez dans l'exemple. Les déclarations de cette taxe sont à faire sur le site du Centre national de la musique, si c'est un spectacle musical, ou sur le site de l'ASTP, l'association pour le soutien au théâtre privé, si c'est un spectacle de théâtre. À savoir que cette taxe permet de soutenir les entreprises de spectacle sous forme d'aide financière, donc c'est pas juste une taxe comme ça permet quand même de soutenir la création. Deux dernières infos sur le spectacle vivant, et après je vais passer très vite pour laisser la parole à Capucine. Un petit point qui peut être utile pour vos budgets aussi, la TVA. Il y a une TVA spécifique pour le spectacle vivant. Le spectacle bénéficie d'une TVA réduite à 5,5 et non 20%. Si dans un contrat de cession, on vous vend un spectacle à 5 000 €, vous payerez que 5,5% de TVA dessus et pas 20%, ce qui fait quand même une grosse différence. Et deuxième info TVA, sur la billetterie. La billetterie est soumise à une TVA de 2,1%, sauf pour les salles de spectacle, sauf pour les spectacles qui sont donnés dans un établissement avec débit de boisson, auquel cas la TVA sur la billetterie est de 5,5%. Voilà, bon, des infos que je vous balance un peu en vrac comme ça, mais c'est toujours utile pour monter vos budgets. Dernière info sur le spectacle vivant, sur une autre démarche à faire qui s'appelle le GN6. Alors c'est un peu barbare, s'il y a des architectes ou des personnes qui s'y connaissent un peu en réglementation incendie, ERP, ça vous dit peut-être quelque chose. Le GN6, c'est un article du Code de la construction et de l'habitation. Vous avez les liens pareils en bibliographie, vous inquiétez pas. Cet article explique que si vous souhaitez organiser un spectacle dans un ERP qui n'est pas de type L, donc comme je le disais tout à l'heure, les ERP de type L sont les ERP salles de spectacle, vous allez devoir faire une demande d'autorisation pour changer temporairement l'affectation du lieu et adapter son aménagement et sa jauge afin qu'il soit conforme à la réglementation des salles de spectacle. Donc si, là encore une fois, c'est en théorie, tout le monde ne le fait pas. Si vous voulez organiser un spectacle dans votre bar ou dans votre restaurant qui sont des ERP de type N, il me semble, enfin peu importe, en tout cas qui ne sont pas des ERP de type L, vous devez demander une dérogation pour que temporairement votre bar devienne un ERP de type L. Vous devez faire cette demande d'autorisation auprès de la mairie ou de la préfecture, selon à Paris c'est la préfecture, de 2 à 6 semaines avant l'événement. Après, c'est surtout une démarche qui est faite par un directeur technique, si vous avez un directeur technique et qui est plutôt à l'aise avec ce genre de dossier, parce que du coup, il faut transmettre un dossier de sécurité. Les détails des infos à transmettre sont dans la bibliographie. Je vous le cite comme ça. Si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, vous pourrez trouver plus d'informations. Il y a plein de gens qui ne le font pas. Le risque, c'est la requalification de votre lieu. Si la préfecture se rend compte que vous organisez plein de concerts dans votre bar, et ben ils vont dire c'est pas un bar, c'est une salle de concert, et ils risquent de changer le type de RP de votre lieu.
Voilà pour le spectacle vivant. J'ai beaucoup parlé. Je vais juste ajouter en 2 mots que, les autres événements sont beaucoup plus simples, hein. J'ai mis l'accent sur les événements les plus complexes parce qu'on n'a pas forcément conscience quand on l'a jamais fait qu'il y a vraiment toutes ces démarches à faire et toutes ces étapes réglementaires. Pour les événements de type conférence, table ronde, visite, ateliers, cours, animations diverses, il n'y a pas de déclaration préalable, il n'y a pas toujours de convention collective qui vous impose une certaine rémunération. Vous pouvez toujours vous référer à la convention collective de l'animation si vous voulez avoir des idées de barème de rémunération, mais c'est vraiment des choses qui se négocient vraiment avec chaque intervenant. Si vous l'avez bien compris, pas de cachet pour un animateur d'atelier, en théorie, pas de cachet, voilà, pour, quelqu'un qui anime une visite parce que c'est pas du spectacle vivant. Donc l'idéal, c'est de demander une facture ou, de salarier au régime général, vos intervenants, si c'est des intervenants réguliers, par exemple. Et juste un petit conseil, quand vous négociez la rémunération de vos intervenants, n'oubliez pas de négocier le défraiement et le matériel qui sont nécessaires à la tenue de ces événements. Et enfin, exposition et résidence, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais c'est beaucoup plus simple que les projections ou le spectacle vivant. Je vous ai mis des exemples de contrats de prêt, par exemple, pour des prêts d'œuvres pour des expositions dans la bibliographie, le lien vers le site de l'ADAGP, qui est l'organisme auprès duquel il faut déclarer l'utilisation d'œuvres pour les droits d'auteur, et des exemples de contrats de résidence si vous voulez accueillir des artistes en résidence. Voilà, c'était très long et il y a beaucoup d'infos. J'espère que ça vous a quand même apporté des clés et Capucine va illustrer certains de ces exemples et vous montrer aussi nos outils de travail, une partie des outils qu'on avait au Grand Voisin pour montrer comment on peut mettre en œuvre tout ça et mettre aussi quelques textes et quelques outils sur toute cette réglementation. Et n'hésitez pas à poser des questions tout à l'heure quand on aura un temps d'échange. Capucine, je te laisse la parole. Yes, donc je vais prendre la suite, je vais partager mon écran, comme ça vous aurez la vision sur les documents en question. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde, le partage? Là, vous devez être en face donc d'un début de contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle. Ouais, Que Camille vous a déjà présenté. Donc là, dans la bibliographie, vous en trouvez un autre exemple. Celui-ci, c'est celui qu'on utilisait au Grand Voisin. Et il y a pas mal de documents que je dois vous montrer, donc je vais juste revenir sur certains éléments qui sont assez importants dans ce contrat. Tout d'abord, ce premier petit paragraphe qui est surligné en jaune un peu pastel, c'est un paragraphe qui s'appliquait vraiment au projet des Grands Voisins et qui était important parce qu'on n'était pas dans le cadre d'une salle de spectacle classique ou d'une salle de spectacle classique, on était dans le cadre d'un projet d'occupation temporaire avec trois associations en pilotage de ce lieu, donc c'était important de préciser ce cadre général en introduction du contrat. Et ensuite, donc, on va retrouver des informations assez classiques, la salle dans laquelle va se trouver l'événement, le titre du spectacle, les horaires. Voilà, je vais passer un peu rapidement. Juste, je souligne ici donc, que dans l'article 3, on retrouve les obligations de l'organisateur. L'organisateur, ça va être vous. Et dans ces obligations-là, vous devez donc mettre à disposition un lieu de représentation en ordre de marche, en assurer le service général. Et nous, on avait pareil une petite spécificité qu'on a précisée tout en bas, à savoir avoir effectué toutes les démarches institutionnelles nécessaires à l'accueil de spectacles de public dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Donc c'est toutes ces assurances et déclarations dont Camille vous a parlé. C'est très important de les retrouver ici dans ce contrat. Ça va être la base de la relation avec le producteur. Donc c'est vraiment des éléments nécessaires. Dans les modalités d'accueil du public, en général, où la plupart du temps, vous allez trouver donc le prix du billet, le nombre de billets vendus, ainsi que la jauge de la salle. Nous, c'était précisé que le spectacle était gratuit et en libre accès, mais ce n'est pas toujours le cas. Et une spécificité importante aussi, les recettes liées à l'exploitation du restaurant et du bar situé dans les Grands Voisins, on précisait bien que l'association Yes We Camp en était le seul bénéficiaire. Si c'est le cas chez vous, c'est important de préciser ça,
qu'il n'y ait pas de débat sur un éventuel partage de recettes. Voilà, donc dans ce contrat, il faut vraiment à chaque fois retrouver les conditions et les éléments que vous avez envie de poser pour le déroulé de votre événement. Ici, j'ai juste rapidement souligné la TVA à 5,5% que Camille a mentionné. Bien vérifier qu'elle est justement évaluée et que vous n'êtes pas sur une TVA à 20%. Donc je continue à dérouler. On a à nouveau un encart sur les assurances. Le producteur doit, lui, assurer les objets, le matériel qui lui appartient, tandis que vous devez être couvert contre les risques liés à l'exploitation du spectacle, du lieu de spectacle, pardon. Et enfin, dernier élément qui s'est avéré assez important, notamment depuis 2020, c'est la clause d'annulation du contrat. Jusqu'à maintenant, enfin en tout cas jusqu'à début 2020, on n'en avait pas forcément eu l'utilité. Avec la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, ça s'est avéré beaucoup plus nécessaire. Et donc on retrouve dans la partie des cas particuliers les modalités qui vont permettre d'annuler l'événement, que ce soit conjointement ou non, et les raisons pour lesquelles on peut l'annuler, notamment toute décision des autorités administratives, toute interdiction de rassemblement, toute diminution de la jauge, voilà, toutes les choses qui vont empêcher la tenue du spectacle telle qu'elle a été décidée dans l'objet, dans le début du contrat, sont donc des causes d'annulation qui, quand elles sont reconnues par les deux parties au contrat, vont donner lieu à d'éventuelles indemnisations forfaitaires. Dans les contrats que vous allez peut-être être amenés à signer, ce sera donc à vous de mettre en place et de décider quel est le montant que vous accepterez de mettre en place pour indemniser le co-contractant. Voilà, donc ici c'est vraiment un exemple et c'est effectivement à adapter en fonction de votre lieu, de votre budget, de votre événement. Voilà. Annexé à ce contrat, vous allez devoir joindre la fiche technique de votre lieu. C'est un document qui va reprendre toutes les caractéristiques de votre salle et notamment les modalités d'accueil. Donc les éléments qu'il faut faire figurer dans ce document, ça va être l'accessibilité, la capacité d'accueil. Pour les concerts, ce qui est important de préciser, ça va être tout ce qui est équipement audiovisuel. C'est important pour le producteur et pour les artistes de savoir quel est le système son avec lequel ils vont être amenés à jouer. Avec ces éléments-là, c'est intéressant de pouvoir joindre un plan général aussi du site pour que la personne puisse se repérer quand elle arrive et accéder directement à la salle, notamment quand c'est un lieu un peu labyrinthe comme les Grands Voisins. Ensuite, donc une liste un peu plus détaillée que celle qui était en début de document du matériel que vous pouvez mettre à disposition. Après ça, donc un plan de la salle pour que la personne puisse aussi visualiser quelle est la disposition des lieux. Plan des lumières aussi. Et en bonus, des images de mise en contexte, on va dire. C'est pas forcément nécessaire, mais ça fait plaisir. À titre de comparaison, je vous montre rapidement la fiche technique du Trabendo. C'est leur fiche de privatisation. Il y a un peu plus de blabla que dans celle qu'on avait, mais on retrouve finalement les éléments importants, à savoir la taille de la scène, puissance électrique, matériel de sonorisation, taille des praticables, etc. Et à nouveau, l'accès au lieu. Donc ça, c'est l'élément que vous joignez au contrat de cession. Et en retour, le producteur va vous envoyer la fiche technique de l'artiste. Dans cette fiche technique, ce qui est important, c'est d'avoir toute la liste du matériel que le groupe ou l'artiste va avoir besoin pour pouvoir jouer, et notamment le plan de scène du groupe,
Donc là, c'était un plan de scène plutôt sympathique avec du coup les petits portraits des artistes. Parfois, c'est des trucs un peu plus synthétiques. C'est un élément, le plan de scène, qui est assez important, notamment pour votre régisseur ou votre régisseuse, pour qu'il puisse, en amont de la représentation, commencer à préparer le plateau. Parce que s'il ne sait pas où se situent les musiciens, il ne va pas pouvoir prendre de l'avance sur le setup. Donc pensez à bien demander, quand dans le rider d'accueil, il n'y a pas le plan de scène, il faut penser à le demander pour pouvoir, c'est un gain de temps en fait. Donc ça, c'est les éléments qui entourent un peu le contrat de session. Je vais passer maintenant aux documents qui étaient nos outils. Premier outil, c'est celui qu'on va renvoyer au groupe une fois que tous les éléments de la date ont été définis. C'est ce qu'on appelle la feuille de route artiste, dans laquelle on va indiquer du coup le ou les contacts des personnes qui accueillent le groupe sur place. On remet bien sûr la date, le nom du groupe, les modalités d'accès. C'est important de préciser, par exemple, dans notre cas de figure, au Grand Voisin, on n'avait pas de parking, et on ne pouvait pas accueillir de voitures dans l'enceinte du site. Donc ça, c'est important, tu as des groupes qui vont venir avec tout leur matériel, il faut qu'ils sachent qu'ils vont devoir tout porter de l'entrée du site à la salle. Le programme, du coup, est récapitulé aussi dans ce document. Petit ajout qu'on a fait dernièrement, c'était donc les dispositions Covid, pour montrer qu'on mettait en place des mesures afin de sécuriser le public et les artistes. Et enfin, le petit détail des conditions d'accueil, à savoir les repas, catering et l'hébergement. Donc l'idée, c'est qu'en un seul coup d'œil, l'artiste, il ait toutes les infos dont il a besoin pour venir jouer chez vous. À côté de ce document-là, donc là, on va passer vraiment à nos outils de travail en interne. Le premier, qui était l'outil le plus gros, on va dire, c'est ce document qui est donc un planning de programmation. Donc là, c'est juste un extrait, mais il faut s'imaginer que c'était un gros document Excel dans lequel on récapitulait à nouveau la date, les horaires, le lieu dans lequel se déroulait l'événement, le titre de l'événement, le type de l'événement, à qui il s'adressait, sa description et par qui est-ce qu'il était organisé. Cet outil, il était hyper complet. Nous, il nous permettait plusieurs choses. D'une part, de centraliser tous les événements qu'on accueillait, parce qu'il y en avait énormément sur une journée. On pouvait avoir beaucoup de choses différentes qui se déroulaient au Grand Voisin. Il permettait aussi d'organiser le partage des salles, parce que la lingerie, par exemple, en journée, elle était utilisée pour des privatisations et le soir pour organiser un karaoké. Et avant de pouvoir mettre une privatisation, il fallait s'assurer que la salle était disponible. Donc tout était vraiment centralisé dans ce document. C'était en plus de ça un outil de communication. Le tableau permettait de générer un agenda en ligne sur le site des Grands Voisins. Donc les gens qui allaient sur le site pouvaient savoir par exemple que vendredi 3 à 16h, il y allait avoir les arts voisins en fête et la description de l'événement. Et enfin, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais c'était un outil de statistique qui était vraiment essentiel, qui nous permettait en fait à la fin de l'année de faire un bilan, et en faisant une extraction donc des données de ce tableau, on pouvait savoir combien de concerts avaient été organisés, combien de privatisations dans quelle salle, combien d'expositions, etc. Donc on avait vraiment une visibilité sur toute l'année de ce qui s'était passé au Grand Voisin. Et voilà, dans tout ce qui est bilan de fin d'année, ça peut être très, très intéressant. Donc ça, c'était pour le planning de programmation. Un autre outil qu'on n'utilisait pas forcément au Grand Voisin, mais qui peut s'avérer utile, c'est le rétro-planning, notamment quand vous avez un gros événement qui intervient à une date, par exemple, qui se situe dans 6 mois, et que vous avez besoin de voir sur ces 6 prochains mois comment vous allez vous organiser, quelles sont les priorités. Le rétro-planning, ça peut être une bonne chose. Ça permet aussi, quand on est plusieurs à travailler, de faire une liste de tâches et de se les répartir les uns entre les autres et de se fixer des deadlines. Donc l'exemple que vous avez ici, c'est pour, bon, j'ai pas pu tout mettre sur une seule feuille, mais c'est pour un événement qui aura lieu en septembre, la deuxième semaine de septembre, et donc les petites croix qui nous montrent un peu nos échéances
à quelle date est-ce qu'on doit s'assurer que voilà, les transports des artistes soient tous pris en charge. Donc c'est un bon élément de référence qui permet d'ailleurs de faire sa to-do list personnelle et s'assurer qu'on n'oublie rien et qu'on est toujours dans les temps. On va ensuite enchaîner sur les deux derniers outils que nous on utilisait au Grand Voisin. Donc le premier, c'est un peu le document miroir de la feuille de route artiste que je vous ai montré un peu avant. C'était notre feuille de route à nous, notre suivi de production. Donc un document qui récapitulait à nouveau la date, le groupe, qui était référent de cet événement au sein de notre équipe, qui allait en accueillir la régie, qui s'occupait du son, le type d'événement, dans quel lieu, quels horaires, quelle jauge, quel est le contact auprès des artistes, donc qui est-ce qu'on va appeler si les artistes sont pas là à l'heure, quels sont les horaires, qu'est-ce qui relève de la communication, donc tous les éléments qui vont ensuite être transmis à l'équipe de com pour qu'ils puissent créer un événement Facebook, quel est le contrat qu'on a signé, le mode de facturation qui a été convenu avec le groupe ou l'artiste, et enfin les éléments techniques et les éléments d'accueil des artistes. Donc, pour vous donner une idée, en fait, ce document-là, c'est le document type qu'on remplissait pour chaque groupe, chaque événement, et on se retrouvait donc avec un gros document dans lequel on avait chronologiquement tous nos événements, donc sur le mois de décembre, novembre, etc. Donc on se faisait des gros documents à l'année qui récapitulaient en fait tout au long du mois ce qui allait se passer. Et ça nous permettait vraiment de pouvoir enchaîner, de pouvoir avoir une vision assez globale aussi, mais détaillée de chaque événement. Et dans certains cas de figure, on accueillait des éléments un peu plus importants que juste, entre guillemets, un concert, notamment par exemple le carnaval ou des événements choc thermique. Et pour ça, on faisait des feuilles de route un peu plus conséquentes. Donc je vais vous montrer un modèle ici. C'était des feuilles de route qui nous permettaient donc à nouveau d'avoir une vision globale de tout un événement qui pouvait se dérouler entre différents espaces et même sur plusieurs jours au sein des Grands Voisins. Donc pour l'exemple par exemple du carnaval de 2019, on avait cette fiche très complète qui récapitulait quelles étaient les installations qui allaient être mises en place en journée et par qui. Au moment où commençait l'événement, on allait à chaque fois avoir donc qui était le référent, quels étaient les horaires, à quel endroit est-ce que ça se déroulait, etc., etc., jusqu'à la fin de l'événement. Et donc, pour le coup, le carnaval se déroulait du vendredi au samedi. Donc, on enchaînait avec à nouveau qui mettait en place quoi le matin. À 14h, on lançait la playlist. D'un côté, il y avait la playlist, de l'autre côté, il y avait atelier, de l'autre côté, défilé, etc. Et donc, on avait vraiment tous les éléments, toutes les animations d'un seul événement en un seul document, avec à chaque fois le référent, le ou la référente, et en fin de document, un récapitulatif de tous les contacts qui étaient nécessaires à l'organisation, que ce soit côté Yes We Camp en tant qu'organisateur, côté bar et restaurant, et côté artistes à accueillir. Voilà, donc ça faisait des fiches de suivi assez conséquentes, mais qui permettaient de concentrer toutes les informations nécessaires, on va dire, au bon déroulement d'un gros événement. J'en ai fini pour les documents. C'était peut-être un peu rapide, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Capucine, Camille, c'était hyper clair, enfin, pour ma part. Très dense et très précis, merci pour ça. Il y a Elora qui a levé la main. Elora, je te laisse la parole. Ouais, j'ai une petite question parce que c'est ça, je vois que c'est beaucoup d'outils de planification, mais je me demandais par rapport aux événements si vous en aviez aussi peut-être plus d'évaluation ou de rétroaction. Comment est-ce que vous documentiez aussi vos post-mortem ou comment est-ce que vous récoltiez l'information en fait pendant les événements à ce niveau-là, si vous en avez en fait. Alors du coup, si je comprends bien ta question, du coup, nous, on avait effectivement ce gros planning de programmation
qui nous permettait d'avoir une évaluation très quantitative de tout ce qui se passait sur le site. Après, pour le côté qualitatif, je saurais pas trop. Vous évaluez pas nécessairement la participation dans ce document, il prend en compte le nombre de concerts, mais pas le nombre de participants par événement, par exemple. Non, on a pu mettre en place des soirées avec des calculs de jauge, notamment quand on a fait les derniers événements en septembre, parce qu'on était obligé de le faire avec le Covid. Donc on avait des petits compteurs à l'entrée pour s'assurer qu'on respectait bien les jauges, et on l'avait fait aussi un peu avant à titre indicatif pour savoir combien de personnes on accueillait, mais c'était pas automatique. Juste pour compléter, en fait, je sais pas si vous êtes allé au Grand Voisin ou vous voyez à quoi ressemble le site tous, mais c'est assez difficile d'avoir un aperçu de la jauge du lieu, parce qu'il y avait beaucoup d'entrées et beaucoup de lieux dans le lieu. Et les événements avaient lieu à un endroit, mais en fait, les gens venaient pas forcément pour l'événement. D'un point de vue de la fréquentation, c'était assez difficile de déterminer la jauge d'un seul événement. On a procédé à des calculs pour avoir une idée de la jauge, de l'affluence sur le site certains soirs, pour savoir, par exemple, les mercredis soirs sans programmation, combien de personnes viennent, et les vendredis soirs sans programmation, combien de personnes viennent, ou les samedis avec programmation, combien il y a de personnes. Donc on faisait des calculs pas systématiques parce que c'était assez complexe en raison de la surface et en raison du nombre d'entrées sur le site. Donc ça, c'était pas forcément dans nos critères, mais après, par contre, par exemple, dans le planning de programmation, on avait ajouté des colonnes qui rajoutaient d'autres critères qui n'étaient pas que quantitatifs. Par exemple, pour chaque événement, nous, un des critères qui était important pour nous, c'était de savoir si l'événement était porté, ou en tout cas impliquait une des structures qui travaillait, ou un habitant des Grands Voisins. Parce que du coup, il y avait des centres d'hébergement et plusieurs structures qui avaient leurs espaces de travail aux Grands Voisins. Et pour nous, un des critères qui était important, c'était d'impliquer les habitants ou les travailleurs des Grands Voisins. Et dans le planning de programmation, il y a une colonne dans laquelle on indique si l'événement a été construit en interne ou si c'est un événement apporté par quelqu'un de l'extérieur. Nous, voilà, c'est un des critères qui était dans le planning de programmation et qu'on faisait ressortir dans nos statistiques. Donc, ce n'était pas simplement quantitatif. Et après, pour documenter tout ça, on travaillait, quand on identifiait des événements qu'on jugeait assez importants, de par leur taille, de par le public attendu, mais aussi important parce qu'on travaillait en étroite collaboration avec les structures du site. Là, on travaillait en amont avec l'équipe de communication pour documenter l'événement le jour J, quoi. Et du coup, c'était un travail qui relevait plus de la documentation par l'image, vidéo, des petits témoignages, des boîtes avec des mots à laisser, des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai que le rythme était tellement dense qu'on n'a pas toujours... L'évaluation n'a pas toujours été notre point fort, je pense. C'est à chaque fin d'année, on se dit, mince, on aurait peut-être dû l'anticiper un peu mieux. Voilà. Ok, merci. Merci Camille et Capucine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques petites minutes pour une dernière question. Malheureusement, on est un peu pressé par le temps. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, tout ce qui a été expliqué par Camille et Capucine a été enregistré. Donc, vous pouvez re-regarder à nouveau leur présentation. Il y a Valérie qui demande si vous faites le SAV. Et il y a une bibliographie qui a été partagée, que Camille et Capucine nous ont partagée, qu'on va vous retranscrire dans les Google Slides. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de la documentation qui a été nommée. Moi, j'ai une petite question qui m'est venue comme ça, mais une question à la con. Genre, tu as un bistrot et tu mets de la musique que tu chopes sur un abonnement Deezer ou des trucs comme ça. Est-ce que tu dois reverser à la SACEM vu que c'est un lieu public? Absolument. Ouais. À partir du moment où tu diffuses de la musique, alors sauf si c'est une playlist de sons libres de droit, mais je pense que tu as vite Ouais. fait le tour et c'est pas super pour l'ambiance du bar. Mais à partir du moment où tu diffuses de la musique, il faut payer des droits d'auteur à la SACEM. Après, c'est un abonnement annuel qui est calculé sur la base, qui prend en compte la jauge du bar. Et voilà, c'est des abonnements différents. Si tu diffuses de la musique dans ton lieu public, que ce soit un bar, un resto, un salon de coiffure, peu importe, faut payer cet abonnement-là.
Après, l'abonnement concert, c'est encore un truc différent. Donc, nous, par exemple, au Grand Voisin, on avait 3 abonnements SACEM différents. Et le mieux, c'est, comme je le disais tout à l'heure, hein, nous, ce qu'on a fait, c'est que le lieu des Grands Voisins c'est un projet hybride, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc on a sollicité un rendez-vous avec le référent SACEM de la région au Grand Voisin, on lui a expliqué le lieu, et en fait, c'est pas que le grand méchant loup qui essaye de soutirer de l'argent aux petits lieux de diffusion, donc si comprennent le projet, si c'est un projet solidaire, ils restent quand même assez sensibles à ça si vous arrivez à faire venir un référent SACEM sur place. En plus, il pourra tout vous expliquer et vous expliquer quel type de contrat il faut avoir et tout ça. Mais en tout cas, à partir du moment où vous diffusez de la musique dans un lieu public, oui, il faut payer des droits à la SACEM. Et du coup, je rebondis là sur ce que tu es en train de dire. Là, quand tu organises du coup, des spectacles, que ce soit concert ou quoi. Là, tu nous as donné plein de choses, là, on a essayé de noter. Mais est-ce qu'il y a des organismes qui t'aident dans… Tu vois ce que je veux dire? Tu as envie d'organiser de ça? Alors, c'est quoi? On t'appelle ou est-ce qu'il y a un organisme qui sont dédiés à ça, en fait, tu vois, à te donner des conseils et à te driver? Si vous avez des questions très spécifiques, moi j'ai toujours eu plein de questions, hein. Là, la complexité, c'est qu'il faut être spécialiste de tout, donc on ne peut pas tout savoir en détail. Il ne faut pas hésiter à appeler les organismes directement. Enfin, par exemple, la DRAC, si une question relève de la DRAC, la SACEM, le GUSO, par exemple, si vous ne savez pas comment déclarer un cachet sur le site du GUSO. À partir du moment où vous appelez pour demander comment payer, comment faire une démarche, on vous recevra très bien. Les explications sont assez claires. Après, j'ai mis quelques guides en ligne. Il faut vraiment fouiller sur Internet, il y a plein de choses. Par exemple, je vous ai mis alors, je ne sais plus s'il est très complet, mais par exemple, la SACEM a édité un guide « Comment organiser un concert ». Et du coup, de A à Z, alors, il me semble qu'ils ont oublié les licences dans le volet licence dans leur petite présentation. Mais il y a vraiment des présentations, des tutos, comment organiser un événement, déclarer son événement à la mairie jusqu'au paiement des droits d'auteur. Donc il y a pas mal de guides en ligne. Il y a vraiment plein de ressources. À ma connaissance, il n'y a pas un organisme qui peut accompagner sur le montage d'un événement de A à Z, mais selon votre lieu de résidence, le service des affaires culturelles de votre mairie peut être une bonne ressource aussi. La DRAC peut répondre aux questions. Et puis ouais, les organismes type SACEM, il y a pas mal de sites de syndicats aussi qui sont des mines d'informations. Par exemple, alors c'était plutôt relatif au Covid, hein, mais c'était un peu difficile de suivre la réglementation au fur et à mesure qu'elle changeait pour les annulations d'événements. Et moi, je me référais beaucoup, par exemple, au site du SMA, c'est le syndicat des musiques actuelles. Et il y a beaucoup de tutos en ligne, de tutos, de fiches pratiques en tout cas, en ligne sur la réglementation. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de ressources. Et sinon, pour les spectacles, je les ai mis dans la bibliographie, mais en fait, c'est des bouquins qui sont absolument géniaux. Ça s'appelle, je ne vois pas ma caméra, donc je ne sais pas si c'est centré, mais j'ai mis les références dans la bibliographie. En fait, c'est les livres de formation de l'IRMA. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire IRMA, mais ils ont intégré il y a un an le Centre national de la musique. Et donc, il y a le livre de formation qui est hyper complet, qui s'appelle Profession entrepreneur de spectacle. Donc, ça vous explique absolument tout. Là, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est un résumé très, 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 très succinct de ce bouquin et du bouquin Sécurité et sûreté des lieux de spectacle, qui est le bouquin de formation Sécurité et sûreté des lieux de spectacle, qui est obligatoire pour avoir la licence 1 d'exploitant de salle de spectacle. Et c'est des mines d'informations incroyables. Donc vous pouvez les avoir en PDF, je crois, ou vous pouvez les commander en ligne sur le site de l'IRMA. Vous retrouverez les références. Et vraiment, c'est très dense, mais vous avez tous les textes de loi, vous avez absolument tout, et c'est mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de la législation. Donc ça, c'est 2 mines d'or. Si vos questions sont plutôt relatives au spectacle vivant, parce que c'est quand même assez complexe, et une fois qu'on a mis le doigt dedans, on tire plein de fils et c'est interminable. Ces bouquins sont vraiment super. Enfin, c'est un peu la Bible à avoir sur votre bureau, et si vous avez un doute sur un contrat, sur un texte de loi, vous avez la réponse dedans, quoi.